je voudrais commencer par remercier du fond du cœur les autorités nationales de la République du Congo pour m'avoir donné l'opportunité de servir ce beau pays et surtout le peuple congolais tout entier qui m'a accueilli et qui a été d'une chaleur incroyable, d'une très grande hospitalité. Et je puis vous dire que partout où je suis allé dans ce pays, je me suis senti très bien. Et cela a été un facteur qui a soutenu ma motivation à servir. Pourquoi le film? Il y a eu donc, pour tout dire, un ensemble d'expériences qui ont été faites pour propulser les soins de santé primaire au Congo. Mais, une fois de plus, nous n'arrivons pas aujourd'hui à capitaliser sur ces expériences-là. Nous avons donc voulu atteindre 3 principaux objectifs. Le premier étant un objectif mémoriel. Comment faire en sorte que nous puissions, dans un document, rappeler à nos mémoires aujourd'hui et à celles de demain, ce qui a été fait en République du Congo en matière de soins de santé primaire au cours des dernières décennies. Le deuxième objectif est un objectif communicationnel. Il est souvent arrivé lorsque nous interagissons avec d'autres parties prenantes que nous ayons l'impression que ces autres parties prenantes ne mesurent pas à quel point des investissements et des efforts ont été faits. Il faut donc trouver de meilleurs moyens pour communiquer les progrès réalisés, mais aussi les défis auxquels nous faisons face. C'est le deuxième objectif que nous avons voulu viser. Et enfin, un objectif pédagogique. Avec les expériences d'aujourd'hui et les succès bien encore que modestes que nous commençons à rencontrer, comment apporter une contribution à la pédagogie qui sera faite aux autres pour pouvoir répliquer ces expériences qui ont réussi ailleurs. En septembre 1978, s'était tenue à Alma-Ata, en Union soviétique, une grande rencontre autour de la question des soins de santé primaire. À la fin de cette expérience immense pour les délégations présentes, il fut lu une déclaration historique qui donnait la promesse d'une santé pour tous à travers le monde. I have the honor and privilege to read to you the Declaration of Alma-Ata. Health, which is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right, and that the attainment of the highest possible level of health is a most important worldwide social goal whose realization requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector. Le Congo est indépendant depuis 1960 et le Congo a souscrit à la plupart des déclarations et des engagements, a pris des engagements internationaux. Le Congo a souscrit à la Charte des Nations Unies, le Congo a souscrit à la mise en place de l'OMS, le Congo a souscrit à la déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaire en 1978, le Congo a souscrit à la déclaration des chefs d'État d'Abuja. Le Congo est toujours présent aux différents rendez-vous tant que ça concerne la santé. Les soins de santé primaire ont été amorcés dans le département du Niari, notamment à Donizy, avec le projet GTZ, avec les Allemands. En ce moment-là, on avait commencé à implanter les centres de santé intégrés avec la participation de la communauté. C'est-à-dire que c'est le comité de santé qui gérait le centre.
en matière financière, en matière d'équipement et concevait un plan de travail ensemble avec l'équipe du centre. Cela a marché. Je suis arrivée au ministère de la Santé de 2007 à 2009, un peu plus de 2 ans. La première préoccupation était liée à la santé de la mère et de l'enfant, car la mortalité à l'époque, la mortalité infantile, néonatale, maternelle, était vraiment les plus élevées d'Afrique. C'est relativement au taux de mortalité très élevé, qui était l'un des plus élevés, parmi les plus élevés en Afrique, qui était de 781 décès pour 100 000 naissances vivantes. Il y avait des CSI qui étaient dans un état de délabrement vraiment très avancé. J'avais 2 casquettes, les affaires sociales et la santé. Aux affaires sociales, notre défi, c'est les droits humains. Que chaque Congolais, chaque Congolaise puisse vraiment accomplir ses droits humains. Et ces droits humains, c'est la santé. Et parmi ces programmes aux affaires sociales, c'était la construction ou la reconstruction des centres de santé intégrés. Et nous en avons construit 13. Mais à côté de ces centres, nous avons également construit le logement du médecin, le logement de la sage-femme. Pourquoi? Parce qu'il fallait lutter contre la mortalité infantile, maternelle, néonatale, et puis que le médecin soit toujours présent dans son centre. Il était injuste de voir une mère mourir au moment de donner la vie. Et parce que c'est anormal, c'est une injustice de voir l'enfant mourir au moment de venir au monde ou de grandir sans la chaleur maternelle. La situation de la mortalité infanto-juvénile était également dramatique. Vous savez que tout va de pair. Si vous prenez le cas des nouveau-nés, ils meurent de quoi? Les 3 premières causes, c'est l'infection, c'est l'asphyxie et la prématurité. Un mauvais suivi de grossesse arrive à des cas énormes d'asphyxie. La prématurité, il fallait, dans le cadre de nos activités, renforcer le programme national de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. C'est du couple mère-enfant que la nation tire son essor. Et elle existe parce qu'il y a des femmes pour donner la vie et parce qu'il y a des enfants pour perpétuer le renouvellement des générations. Aussi, M. le Président de la République a estimé dans son projet de société que prendre soin du couple mère-enfant, c'est prendre soin de la nation. C'est un paradoxe inadmissible que la femme trouve la mort en donnant la vie. Voilà pourquoi nous avons décidé de la gratuité de la césarienne, de la chirurgie de grossesse extra-utérine et des autres interventions majeures relatives à la grossesse et aux accouchements. Au-delà des discours, des actes et plusieurs programmes sont mis en route pour donner un meilleur environnement sanitaire à la population congolaise. Mais ces efforts ne suffisent pas. C'est l'analyse causale. De l'analyse sanitaire basée sur les données provenant des directions départementales de la santé à travers le pays, le bilan de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement est mitigé. L'état général de l'offre de soins de santé en République du Congo laisse à désirer. En 2016, à 15 ans du délai fixé pour atteindre les OMD, il est clair que le Congo n'est pas prêt d'atteindre ses objectifs en matière de santé pour tous. 2016 correspond au niveau du secteur de la santé à l'arrivée donc d'un nouveau ministre, en l'occurrence Madame Lydia Mikolo. Quand nous arrivons en 2016 à la tête du département de la santé dans notre pays, les dysfonctionnements, il y avait déjà un consensus sur les dysfonctionnements de notre système de santé.
les audits et l'état des lieux que j'ai mené moi-même en arrivant à la tête du département ont confirmé les principaux dysfonctionnements qui étaient connus. En 2016, il y avait encore des départements qui n'avaient même pas un seul médecin. On ne peut pas dire que l'échec est total. Il y a quelques avancées à noter, en particulier en matière de mortalité infantile. Il reste néanmoins beaucoup à faire en vue de réduire la mortalité maternelle. Malgré l'existence des infrastructures, les formations sanitaires ne sont pas utilisées par les populations. Il y a une rupture de confiance entre les populations et les formations sanitaires du fait du manque de ressources humaines de qualité, du manque de médicaments, de la non-application des outils du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Mais surtout, la faible participation communautaire dans la gestion de la santé. Dans une introspection profonde avec ces femmes et ces hommes, tous leaders en leur domaine, accompagnés des institutions intéressées par le développement du secteur santé, le Congo va dans une retraite dans le département de la Cuvette à Evo. Ces assises partent déjà de la volonté du gouvernement, évidemment sur instruction du président de la République, mais je dois dire que le Premier ministre Clément Mwamba, quand nous lui avons soumis le projet, a tout de suite été enthousiasmé. Peu à son âme, le ministre Mwamba a patronné lui-même ces assises d'Evo. Et vous comprendrez que dans son discours, je retiens, il fallait qu'on fasse un coup de fouet au système de santé afin de le préparer au nouvel agenda. Et je suis heureuse que tout le monde s'est mobilisé. Les pouvoirs publics, les autorités locales, il y a même eu la société civile. Et particulièrement, je dois dire, on n'aurait pas pu tenir ces assises sans l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. C'était un diagnostic à la fois stratégique et opérationnel par rapport aux orientations de l'Organisation mondiale de la santé de l'époque, qu'il fallait revaloriser, il fallait redynamiser les soins de santé primaires et mettre les soins de santé primaires au centre même de la décision dans le système de soins. Il en est sorti des conclusions sous forme de réformes, parmi elles la réforme institutionnelle, la réforme hospitalière, la réforme du système de laboratoire, la réforme de notre centre national de transfusion sanguine, la revitalisation des districts sanitaires, le renforcement de la santé maternelle et infantile, la lutte contre les urgences de santé publique. Quand nous arrivons en 2020, le Congo avait l'honneur de présider l'Assemblée mondiale de la santé, en tout cas au niveau régional plutôt. Et les discussions avec l'OMS nous avaient poussé à vouloir faire du Congo un pays pilote. Malgré la situation très difficile, financement que traverse le pays en ce moment-là, le Parlement a approuvé que le budget alloué à la santé soit augmenté jusqu'à 11% du budget national. Donc ça, c'est une grande reconnaissance de l'importance de la santé pour le développement au Congo. Le pays est engagé dans l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de développement sanitaire. L'élan politique au plus haut niveau et la volonté des dirigeants poussent à évaluer les nouveaux choix. C'est le cas à Gamboma où en 2020, les sommités de la santé se retrouvent pour parler du secteur de la santé. Les premiers signes des indicateurs montrent que le changement est possible. Les moyens opérationnels ont commencé à être mis sur le terrain, mais nous sommes allés encore plus loin. À Gamboma, nous avons sélectionné une douzaine, je crois, si ma mémoire est bonne, une douzaine de districts sanitaires qu'il fallait accompagner de manière accélérée. L'OMS déploie des équipements.
Une aide pour le renforcement du personnel est apportée avec un renforcement des capacités. Des médicaments sont apportés. Déposé. En République du Congo, le décret numéro 2020-553 du 15 octobre 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de gestion des centres de santé intégrés et des postes de santé. Le président de la République décrète dans ses dispositions générales et à l'article 2 que le centre de santé est une structure des soins de premier niveau du district sanitaire. Placé sous le contrôle technique de l'équipe 4 du district sanitaire, le centre de santé intégré est responsable de l'ensemble des soins et des services dans l'aire de santé où il est implanté. Les soins de santé prodigués dans le centre de santé ne se limitent pas seulement au premier niveau de soins, ni la prestation d'un ensemble limité de services pour les pauvres. Il s'agit d'un accès pour tous à des services de santé complets avec une qualité qui se concentre non seulement sur la guérison des maladies, mais aussi la prévention, la réadaptation et le traitement. Il s'agit de supprimer les obstacles à l'accès à la santé, notamment les obstacles financiers. Au niveau des communautés, la crise est profonde. La rupture de confiance quant à la capacité des formations sanitaires à apporter les soins viables pour le bien-être des populations élève des grognes puisque le coût de l'accès à la santé est cher, mais aussi lourd est le nombre de vies humaines perdues là où des êtres aimés pouvaient être sauvés. Nous sommes arrivés à la tête de ce ministère au mois de mai 2021. Donc, vous conviendrez avec moi que c'était en pleine période Covid. Et le Premier ministre a fait une déclaration devant l'Assemblée. C'était au mois de juin. Vous vous souvenez très bien. Où il a dit que la première bataille, c'était la bataille de la santé. Primo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Secondo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique économique rigoureuse et équilibrée. Tertio, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive. Avec la nouvelle dynamique affichée dans la politique sanitaire nationale, la volonté des hommes et des femmes dans les quartiers rencontre peu à peu le concours des autorités élues dans les arrondissements. 3 ans après les assises d'Evo et malgré la pandémie de coronavirus en République du Congo, le projet de la transformation dans l'apport des soins de santé aux populations se poursuit. Le nouveau ministre de la Santé et de la Population, M. Gilbert Mokoki, est déterminé à poursuivre l'élan de la stratégie opérationnelle en s'appuyant sur une mission bien précise. Pour les missions qui étaient les miennes, il y en a 2 essentiellement. Accroître la couverture vaccinale pour donc maîtriser la pandémie qui était en train de secouer le monde. Et le deuxième objectif stratégique, il s'agissait de rendre disponible pour toutes les populations les soins de santé de base. Il s'agissait pour moi d'emboîter le pas, de poursuivre l'œuvre qui avait été commencée par Madame Mikolo, qui avait bien commencé, mais qui a été stoppée par la Covid. Donc, il a s'agit pour moi de faire un état de la situation. Et nous l'avons fait à Ouesso. Et à partir de ce moment-là, j'ai donné donc les instructions par rapport aux faiblesses qu'on avait constatées pour booster la mise en œuvre de ce programme. La stratégie opérationnelle de la mise en œuvre du 13e programme de travail de l'OMS, conclu avec le ministère de la Santé, constitue de ce fait une véritable opportunité pour avoir un district sanitaire moderne capable de servir d'école pour les autres dans chaque département. Les soins de santé primaire, c'est ceux qui sont administrés au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé intégrés, au niveau des hôpitaux de référence.
Et ces soins, c'est ceux qui sont justement administrés pour la plus grande partie, la majorité de la population. Le district sanitaire de Madinka Nzambi, en 2020, faisait partie des districts de mon département qui avaient des faibles performances. Et alors, de ces faibles performances, il fallait tout faire pour que ce district puisse augmenter sa capacité au niveau des indicateurs de santé. Il y avait trop de problèmes parce qu'il n'y avait pas vraiment de bons soins. On n'avait pas d'abord des médecins, il n'y avait pas des infirmiers. Et les infirmiers qu'on nous envoyait ici venaient au conditionnel. C'est-à-dire qu'ils pouvaient venir soit un mois, ils n'arrivent pas, ils ne viennent pas. Et nous, on avait des difficultés. Donc à chaque fois que quelqu'un pouvait tomber malade, il faut aller à Pont-Noir. L'hôpital Vanda, mais dès que Kimba à l'hôpital, Nganga, il kelvi. Alors, Ming Vandi Baska, na Pointe-Noire. Avant que je ne sois nommée, j'étais d'abord secrétaire générale ici à Mvumvu. Et la manière que les agents sanitaires recevaient le personnel ne fonctionnait pas. Et que les patients souvent préféraient aller vers les grands centres de santé que de se référer dans les CSI. La population au départ était ignorante. Ils croyaient que ici les prix étaient beaucoup élevés. La population partait jusqu'à l'hôpital de Luandil la nuit. Le constat était tout simplement fait par ma personne en remarquant qu'il y avait plusieurs taxis qui transportaient des malades vers l'hôpital Assisi ou vers des centres proches de notre arrondissement à Timbamba. Mais je me suis dit, avec le docteur Aya, chef du district sanitaire, pourquoi ne pas intéresser les chefs de quartier à plus de sensibilisation pour éviter que nous ayons plus de cas qui pouvaient perdre leur vie dans le transport dans les taxis. Et au niveau de mon cabinet, j'ai délégué mon attaché socio-culturel et ma conseillère socio-sanitaire à organiser des descentes chaque mois pour faire l'état des lieux de ces centres de santé intégrés, regarder les difficultés, les manquements, les forces et les faiblesses pour nous permettre de pouvoir venir en aide. À Kinkakassa, un petit village du district de Kindamba, dans le département du Poul, les communautés peinent à trouver les premiers soins quand la maladie va plus loin que la fièvre. Au départ, lorsque le centre a existé, les agents de santé travaillaient de façon précaire avec les moyens de bord soumission. À l'époque, c'était difficile d'être bien traité ici parce que les médicaments manquaient. Les agents de santé, les agents techniques de santé qui travaillaient ici, pas bien formés, ne pouvaient recevoir que les femmes qui accouchaient facilement. Ces femmes-là qui vivent dans les lieux qui sont un peu périphériques n'avaient pas accès aux soins de santé, notamment les CPN, je parle des contacts prénataux, qu'on appelle encore consultation prénatale. La réalité semble la même partout ailleurs, même dans les quartiers reculés des zones urbaines comme à Djeno où le manque de médicaments et d'ambulances mettait en doute la survie des patients.
En évacuant cette femme-là, elle n'a pas de conditions médicales pour qu'elle parte. Il faut qu'on se mette dans la rue, on doit chercher un taxi et puis la mettre dans le taxi et partir. Mais elle-même, quand elle se rend compte par rapport à les difficultés financières, sociales de sa famille, elle se dit que quand je veux aller là-bas, ça va coûter un peu plus cher, ça va poser beaucoup plus de conditions que là où j'étais à côté, où tout était... Il faut s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé, comme la pauvreté et les contraintes géographiques. Dans les localités accessibles par voie fluviale, comme le département de la Cuvette, les voyages sont lents et les médicaments arrivent rarement. Dans le département de la Cuvette, vu les difficultés géographiques d'accessibilité, le district sanitaire de Mosaka-Lukolela, au départ, tous les indicateurs étaient très bas. Ces comités de santé ne savaient pas quoi faire. C'était des comités non fonctionnels parce qu'ils ne jouaient que un rôle fictif. L'île Mbamou est le dernier district sanitaire créé. Situé sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville, en 2020, les conditions sanitaires y sont très minées par la pauvreté et l'absence d'infrastructures les plus basiques. Ici à l'île Mbamou, la population est vraiment un peu compliquée. Auparavant, ici, là, les CSI n'étaient pas. Parfois, quelqu'un vient à l'hôpital, il n'a pas d'argent. Bon, comme s'il est déjà venu, vous êtes obligé de lui faire quelque chose. Mais après, là, pour donner l'argent, là, donc c'est un peu compliqué. Donc, les recettes de l'hôpital, c'est un peu bas. Bon. La population est ancrée dans l'automédication et les autorités locales avaient du mal à porter secours en cas d'urgence. Il y a des centres de santé, mais il y a toujours des gens qui continuent à aller se faire traiter ailleurs. Ce n'est pas en fait leur volonté qui les pousse à aller se faire traiter ailleurs. Parfois, c'est des conditions de travail. Donc, quand je prends le centre de santé de l'Issanga, par exemple, il n'y a pas un laboratoire. Même le microscope, il n'y en a pas. Mais si c'est une pathologie qui nécessite un examen, ici on ne peut pas le faire, il faudrait qu'on aille ailleurs. Nous avons eu la chance de recevoir Madame la ministre en charge des questions de santé, Lydia Mikolo, qui est passée et a mis à notre disposition un personnel. À cette occasion-là, nous étions au cours d'une grande assemblée et déclaré que l'hôpital de Madingokai devenait hôpital de référence, de première référence. Nous avons bien souhaité que cette appellation d'hôpital de première référence colle avec la qualité de soins que cette formation sanitaire devrait donner. Ils nous ont demandé réellement l'hôpital de Madingokai a quel problème. C'est là où j'ai pris mon courage. Et je vous dis que ce n'était pas facile parce que j'ai eu des problèmes avec pas mal de gens. Mais que voulez-vous, c'était une façon de combattre afin que nous puissions avoir quelque chose. Ce n'était pas facile parce que vous savez ce qu'on dit. On vous dit, on va aller là-bas, mais il n'y a pas d'électricité. On va aller là-bas, il n'y a pas de conditions de travail. On va aller là-bas, il n'y a pas de véhicule. Donc, c'était toute une pédagogie et il fallait parler et il fallait appuyer cela par des actions concrètes. À Madingokai, jusqu'à 2020, il n'y avait que 4 aires de santé fonctionnelles avec 4 centres de santé qui couvrent difficilement les communautés. Nous avons, avec la directrice départementale de la santé, Madame Portela, réfléchi sur le moyen par lequel on pouvait amener le plus grand nombre à contribuer autour de cet idéal. Et nous avons jugé utile d'organiser les assises, ce que nous avons appelé les assises de Madingokai, pour l'amélioration des performances sanitaires au niveau de l'hôpital de référence. C'est le MES qui, après la tenue de ces assises, a jugé utile de nous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations qui étaient issues de ces assises. Remettre en place les canaux de communication entre le système de santé et les communautés est un besoin primordial afin de rétablir graduellement la confiance et les gestes réflexes nécessaires selon l'approche des soins de santé primaires.
Vous voyez ce bijou-là, c'est le don de la population. Auparavant, on allait se faire traiter très loin. On quittait ici, on allait à l'hôpital Assisé. Et la population pensait qu'il fallait qu'on puisse implanter un truc comme ça. Il fallait donc s'investir avec les moyens de bord. En ce moment, on a pensé qu'il fallait qu'il y ait quand même une cour de transmission entre la population et l'équipe technique de santé. En ce moment qu'on a pensé former un comité de santé en civil causa. Un CSI ne peut pas faire un plan opérationnel s'il ne travaille pas avec la communauté. Ce sont les besoins de la communauté que nous traduisons au plan opérationnel. Nous recueillons les doléances, les plaintes de la population, notamment la qualité des soins donnés à notre centre, la réception et la distribution de médicaments. Maintenant, comme nous avons la facilité de croiser l'équipe technique pour déverser les plaintes de la population, en ce moment, nous allons vers le centre, vers l'équipe technique pour discuter avec elle que la population veut tel genre de traitement, veut ceci, veut cela. Les comités de santé restés longtemps inactifs reprennent vie. Des membres volontaires font le relais afin d'apporter l'information dans les deux sens et mieux sensibiliser les populations encore hésitantes. Le COSA a repris encore une place de choix dans la gestion de l'hôpital, du centre. Chaque fin de mois, nous faisons un rapport des activités et ce rapport est soumis d'abord à l'approbation du chef de centre avant qu'on l'envoie au district sanitaire. J'ai été formé pour que je sois aussi formateur à mon tour des relais communautaires. Ici, on veut déceler Pour nous, les relais communautaires, c'est des gens qui font les relais entre la communauté et le FOSA et les formations sanitaires. Le premier critère pour que quelqu'un soit relais communautaire, il doit être de la communauté. Du coup, dans un village, si on ne vous connaît pas, ils ne peuvent pas vous livrer les enfants pour vacciner. Mais quand on a quelqu'un qui est reconnu dans ce village, du coup, quand vous arrivez, on peut vacciner tous les enfants. Même les enfants qui pouvaient se cacher de par-ci, par-là, on peut aller les retrouver que non, cet enfant n'est pas encore vacciné. Quand vous avez l'habitude de faire comme ça, là, c'est... relais communautaire. Relais communautaire à Yanga, mais c'est ma djingokai. Rôle à Mounou, je tambla baboala mingi. Je relais communautaire à Yanga, mais je tambla baboala mingi. Je pesa manganga. Je connais na ba village. Na kutaba mama ba yinike na mwa pasi iki na kupesa baba conseil parce que ba mama ba ke kuizave mingi na l'hôpital ba ke traiter ka babana na inzu mais depuis omes kuiza ba me former bet ba relais communautaire donc bet ke na aider ba bet kuena na babwala mama mbote bet ke ba relais communautaire bet me kuiza wa na kuipese ba conseil. Personne ni aucun groupe social ne doit être mis en marge quand il faut obéir aux objectifs de santé pour tous et aller au bout de la stratégie conjointe de l'OMS et du ministère de la Santé et de la Population. Nous avons des relais communautaires qui sont des Bantous et nous avons des relais communautaires qui sont autochtones. Donc il fallait faire de sorte que ces peuples changent, peut-être pas en totalité leur comportement, mais qu'ils adhèrent aux activités de santé, notamment à l'utilisation des centres de santé intégrés dans leur communauté. Là, je vais dans un petit village qui s'appelle Maboko. On va visiter une maman qui est là-bas. J'avais vu quelques malades et aussi des petits enfants qui étaient là, qui ne vont pas à l'hôpital. Les gens qui sont à la direction de la communauté de la santé ne connaissent pas ces gens-là. C'est moi le relais qui connaît les gens qui vivent là-bas. Ah, bon, tu Ah, bon,
Ah, bébé à Vandia. Ah, moi, là, je fais des. Ceux qui ont un bateau, après, ou qui est à l'hôpital, sinon ils ont un bateau, ou va qu'on y a ou bien naza autochtone. Maman bonne. Ah, on va dire qu'il y a ça bonne. Je te sois. Ah, on dit qu'il y a un motif à la santé. Si vous avez un bateau, vous avez un bateau dans l'hôpital. Est-ce que vous avez un bateau? Il faut que ça la tout ou comme à l'hôpital pour que vous bandez va piser. Va faire sortir Je suis arrivé à Brazzaville pour prendre mes fonctions de représentant au début du mois de mars 2019. Et bien naturellement, nous commençons toujours par nous entretenir avec l'ensemble des parties prenantes, le gouvernement, les partenaires au développement, les populations elles-mêmes, pour pouvoir identifier les centres d'intérêt et ce qui pourrait en réalité guider notre action pendant notre mandat. Il y a eu un investissement pour pouvoir apporter les soins de santé dans tous les recoins du pays, mais malheureusement, les indicateurs de santé n'étaient pas à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre. À cette époque, il me souvient bien que la part du budget de l'État consacrée à la santé était entre 11 et 13%. Ce qui, en Afrique, était déjà quelque chose d'assez important. Madame le ministre Mikolo Lydia était venue au CSI de Mvumvu pour une activité. Il y avait un bon monde. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé quels sont ceux qui sont là. On avait fait la présentation, oui. Et j'ai demandé celui-là, il fait quoi? Celui-là, il fait quoi? Et paf, on me dit, il y a l'OMS. Je dis, ah, ça c'est bon. Je me suis dirigée vers le représentant résident. Je me suis présentée et je lui ai dit tous mes soucis que je rencontrais et ce que je voulais qu'un CSI devienne. Sa réponse ne m'avait pas tellement rassurée. Elle m'a dit, on verra, on va voir ce que l'OMS peut faire. Mais c'était d'une manière tellement simple. Je me suis dit, bon, je savais que j'avais planté une graine. Et je crois, moins d'un mois, en tout cas 2-3 semaines après, mes collaborateurs me disent qu'il y a le représentant résident qui se trouve dans Pointe-Noire. Vous allez le rencontrer. Vous allez le rencontrer. Le représentant résident était déjà dans la cour de l'arrondissement. On l'a reçu dans nos bureaux et nous avons commencé à échanger. Il me dit, Madame l'administrateur maire, vous nous avez fait une doléance ce jour-là et j'étais surprise qu'il ait retenu tout ce que j'avais demandé. Nous avons pu trouver un engagement intéressant. La formation du personnel de la mairie, la formation du personnel sanitaire, des agents communautaires, parce qu'il faut mettre les collectivités locales en mouvement. De cette formation, nous avons reçu de l'accompagnement en matériel. Par exemple, du matériel aratoire, du matériel sanitaire, parce que c'était à l'époque du Covid encore. Donc, tout ce qu'il fallait faire pour le dépistage, pour l'assainissement et tout. Et nous avons formé surtout nos agents de mairie. L'OMS vient d'adopter à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève le 13e programme général de travail. Le Congo y a pris part et à la faveur de tous, le plan national de développement sanitaire de la République du Congo est déjà calqué sur les orientations du 13e programme général de travail qui vient d'être adopté. Il ne reste qu'à le mettre en œuvre. Il est demandé aux États membres de l'OMS d'œuvrer pour que 1 milliard de populations supplémentaires aient accès à l'offre de soins et services de santé dans le monde. En sus, 1 milliard de populations devraient être protégées contre les urgences de santé publique et 1 milliard de personnes supplémentaires devraient être garanties du bien-être. Ces triple milliards voudraient qu'on améliore, entre autres, l'offre de soins de santé primaire et dans des districts sanitaires. C'est en ce moment-là qu'est née l'idée, justement, de la stratégie opérationnelle. Il fallait mettre en place une approche
qui devait rapidement revitaliser, redynamiser les districts sanitaires afin que les districts sanitaires offrent le soin de santé primaire et de qualité. Les autorités administratives locales sont désormais impliquées dans la gestion des districts sanitaires dans leur nouvelle attribution en tant qu'élus locaux. Le rapport de la revue qui vient d'être produit par l'OMS attire leur attention afin qu'ils s'impliquent dans le développement rapide de leur aire de santé. En travaillant avec les équipes locales, le ministère de la Santé et l'OMS ont conduit un programme qui aujourd'hui démontre son efficacité. Le préfet du Kwilu, M. Paul Adam Djibouilou, se souvient de son implication et de la complicité développée à travailler avec le docteur Lucien Manga pour les soins de santé primaires. Le Kwilu, en tant que département, est enclavé. Lorsque nous voyons l'état de la route et aussi l'état du centre de santé intégré, nous avons fait le tour et c'était on ne peut plus déplorable. Mais quand vous êtes arrivé, je vous ai accompagné et vous-même avez fait le constat. Et à partir de ce constat-là, vous avez élaboré effectivement une chaîne de choses à réaliser, notamment disons l'hôpital de base de Madingokai a bénéficié tant. Le district sanitaire était à Pointe-Noire. Vous l'avez délocalisé pour l'amener à Madingokai. Et que d'abord Madingokai et Nzambi soient maintenant de véritables secteurs de santé. Et vous y avez amené votre touche personnelle et particulière. En ce qui concerne déjà le rafraîchissement des locaux, vous l'avez fait. Ensuite, vous avez doté en équipement sanitaire, ce qu'on apprécie. Bon, il fallait absolument aussi apporter comme une ambulance parce que ceux qui étaient malades, il fallait les accueillir de l'autre côté à Pointe-Noire. Il fallait y aller par ambulance. Et ça, c'était également une bonne dotation qui a soulagé, je veux dire, toute la communauté vivant autour de Madingokai et dans les environs. La formation est une chose capitale, selon le préfet du Kwilu, fort de l'expérience vécue du modèle de la stratégie opérationnelle qui, dans son département, a formé les sages-femmes et les infirmiers pour un meilleur protocole dans la prise en charge des futures mères et des autres patients sur la Covid-19 et d'autres pathologies. Cette collaboration est une collaboration franche et nous avons mis notre accent, vous et moi, pour qu'ensemble nous menions la main pour parfaire ces choses-là. Et aujourd'hui, je crois que même quand vous allez là-bas, on sent que les populations qui, pendant longtemps, s'étaient détournées de fréquenter le centre de soins, mais aujourd'hui, les gens se détournent des pratiques un peu traditionnelles. Mais donc, effectivement, l'efficacité n'est toujours pas palpable. C'est une expérience d'abord que nous devons encore parfaire dans un autre district sanitaire, notamment si on prend Vouti et Kakamweka. Je pense qu'il faut dupliquer ce que nous avons fait jusque-là. À Pointe-Noire, les maires de Ngoyo et de Mvumvu ont opté pour une implication dans le suivi grâce à un apport de proximité avec les animateurs de centres de santé et parfois des malades en difficulté. Depuis qu'il est là, lui, il vient à chaque fois prendre les quelques difficultés que vous avez. Vous devez lui expliquer quelque chose qui vous dérange. Et facilement, quand tu as une difficulté, on se dit que non, dès qu'il aura l'information, facilement, on pourra trouver une solution et qui serait le meilleur pour nous. Comment allez-vous? Ça va bien? Je suis venu pour une supervision. Est-ce qu'on peut échanger un peu? Ok, merci. Alors, au niveau des accouchements, comment ça se passe? J'aimerais bien savoir au niveau des femmes, le nombre de femmes qui accouchent. Est-ce qu'on a beaucoup de taux de mortalité? J'aimerais avoir plus de renseignements là-dessus. Par rapport au taux passé, actuellement c'est en augmentation. Nous sommes partis de 12 à 15 accouchements par semaine. Ce qui était avant, on était moins de 10 accouchements. Il y a quand même une fréquentation. Tel que ce mois-ci, nous avons eu en un mois 195 femmes qui sont venues en CPN. Donc on peut dire que ça va.
Quand les femmes arrivent pour l'accouchement, par exemple, elles arrivent, on les oriente. Il y a des gardiens qui sont là, qui font signe. Quand c'est la nuit, bien sûr. Dès la journée, on fait signe. Il y a un fauteuil roulant, on va les chercher pour les amener jusqu'à la maternité. On les installe, les sages-femmes examinent pour voir le kit qui est là, des médicaments, et on attend l'accouchement. Si c'est un cas qui ne relève pas du CECI, on réfère dans un grand centre. Non, merci beaucoup. J'étais venue un peu pour faire le point, pour savoir un peu si ça allait beaucoup mieux et si on avait encore beaucoup de soucis. On va voir le reste après, on va gérer petit à petit, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Avant les CECI, le soir, lorsque vous passez, c'était fermé. On ne recevait pratiquement pas de malades. Aujourd'hui, ça peut être 2 jours, 2 nuits. Dans le CECI, on vous reçoit. Souvent, nous, les dirigeants, nous n'avons pas l'habitude de fréquenter les CECI. Et la population se dit, pourquoi je vais y aller si eux-mêmes, ils n'y vont pas? À l'époque, quand j'étais malade, je partais à Louise Michel pour un palu. Aujourd'hui, pour un palu, pour un petit mal de tête, je vais, même moi, administrateur maire, je vais au CECI, on me soigne pour mon palu et je reviens. Cela a permis aux gens de pouvoir se dire, si madame le maire vient se soigner au CECI et qu'elle y reste sur ses lits, ça veut dire que ses lits sont propres. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le capital humain. Il faut que nous développons les ressources humaines, pour qu'il y ait des ressources humaines suffisantes et de qualité. Parce que sans ressources humaines suffisantes et de qualité, il est difficile de mettre en œuvre quelque programme que ce soit, même si on a la ressource financière. Lorsque l'homme au centre n'est pas capable de gérer de façon rationnelle la structure de santé, ses stocks et les ressources financières qui lui sont rendues disponibles, on est devant une difficulté qu'il faut éponger. Il fallait renforcer les capacités des membres des équipes cadres des districts sanitaires à manager les districts sanitaires. Mais ils ne pouvaient pas être des bons managers si eux-mêmes ils ne maîtrisaient pas ce qui se faisait au niveau des centres de santé. On leur a donné des connaissances sur tout ce qui se faisait dans un centre de santé. Il fallait définir ce que c'est que l'organisation fonctionnelle et structurelle d'un centre de santé intégré. Il y a eu plusieurs volets sur le curatif, sur le préventif, notamment la vaccination, d'autres volets sur la supervision, la gestion des médicaments, la gestion du matériel. Avec cette stratégie, on a commencé à mettre en place les équipes cadres, à mettre en place les équipes de gestion, à mettre en place les comités de santé. Ensuite, on a formé tout le monde. Nous avons eu des formateurs. Les formateurs sur les PMA, paquet minimum d'activité. Et au niveau de l'hôpital, l'appui a consisté à les former sur les PCA, paquet complémentaire d'activité. Après ça, nous avons eu une couverture sanitaire plus élargie. De 4 centres de santé intégrés, nous sommes passés à 6. Si le planning familial était à 1% avant 2020, il est passé en fin 2021 à 5%. L'OMS nous a donné un stock de démarrage de médicaments. Aujourd'hui, on ne peut plus se plaindre. Notre rôle, c'est de recouvrer les fonds pour pérenniser, qu'il y ait tout le temps des médicaments dans nos pharmacies. D'après ce qu'on nous avait appris, gérer une pharmacie, c'est de savoir d'abord les produits que vous avez et l'argent que vous investissez dans les médicaments, comment est-ce qu'il faut le gérer. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des ruptures sur les produits que vous gérez. Et quand on vend les produits, comment est-ce qu'il faut prévenir encore, réacheter les produits pour qu'il n'y ait pas rupture. Nous avons voulu encore accompagner. Donc voici un nouveau lot de médicaments. Je vous remets donc la dotation des médicaments de l'OMS remis par monsieur le directeur départemental de la santé. Quand les malades arrivent en consultation, si on a les produits dans notre pharmacie, on les vend. On sait comment est-ce qu'il faut gérer l'argent là pour
le CECI pour réacheter encore les produits pour qu'il n'y ait plus de rupture. Auparavant, on bénéficiait des produits qui revenaient d'ailleurs, comme les dons qu'on nous faisait auparavant. Mais maintenant, là, nous sommes en train de nous battre pour que, même si nous ne recevons pas les dons, mais qu'il y ait au moins des produits dans la pharmacie. La transformation ici au CECI de Nzalangoy se fait remarquer beaucoup plus par la participation communautaire. Nous avons fait la mise en place de COSA ainsi que les relais communautaires qui ont été formés sous le paquet minimum d'activités. Le CECI, avec l'appui de la participation communautaire, a pu redéfinir le circuit du CECI en mettant l'accent sur la tarification qui est affichée pour ce qui est de la transparence, mais aussi parmi les paquets d'activités qui ont été ajoutés, notamment le service de maternité. C'est un CECI standard. Aujourd'hui, c'est un CECI à PEMA type 1, doté d'un bloc d'accouchement. Le CECI, aujourd'hui, a des volets de gratuité, notamment la prise en charge du paludisme chez les enfants de 0 à 15 ans, notamment la prise en charge de la tuberculose, parce qu'il y a un CDT qu'on vient de mettre en place, notamment la prise en charge du VIH, mais aussi, nous faisons aussi la distribution du moustiquaire imprégné à toutes les femmes qui viennent à la SPEN. Ils reçoivent ces moustiquaires gratuitement, sans oublier la vaccination qui se fait régulièrement, selon les calendriers ou le programme défini par le CECI. Parce que les femmes ne doivent pas être en marge de la transformation, elles agissent dans les comités de santé et vont sur le terrain sensibiliser et apporter le soin à ceux qui sont loin des centres de santé. Elles consultent et font accoucher les femmes dans le besoin. C'est le cas de Kimba, un district lointain du département du Pôle. Des matrones sont intervenues à sauver les vies des mères et des enfants et ont contribué à relever le taux d'accouchement. Vu de distance, à l'hôpital de base, ma maman m'a dit l'Inde. Il y a un souci, 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 il y a un accouchement dans le district de Kimba. Je suis venue à l'hôpital pour faire le PSE parce que je suis avec le grossesse. Moi, je viens maintenant, chez nous là-bas, il y en a 7 km pour quitter là-bas, pour venir ici là. Là-bas, il y a l'hôpital, mais il y a seulement le doc pour soigner le malade, mais il n'y a pas de sage-femme, ce qui peut soigner le femme de ce qui est avec le grossesse. Voilà pourquoi on vient seulement ici là à Kimba. Il y a 27 communautés. Dernier mois, on habite dans 65 km. 65 km, il y a un peu de l'Inde avec beaucoup de Kumakwa. Et que cela me donne la stratégie avancée. Il y a une balouine, la voilà, ou ça, la bataille, la maman. Il faut chaque personne, c'est la stratégie, peut-être que la tine, la voile, la balouine. Il y a des gens qui ont été lengimi, il y a des gens qui ont sauvé que via la pangue bakento, na kubuta bao. Parce que c'est pas bakabe to na kulatisa ya ivenga beto kwa kuna district ya Kimba beto kena pasi. Mais na yina ba salaka vraiment beto ke vutla ba matondo mingi. Beto ke pratiquer que ba accouchement beto vrai bien. Parfois na moi beto kena 10 accouchements. Bon, on a 5 mois, on a 44 accouchements. Maintenant, on a référé si il y a vrai passé, on a vraiment il y a l'enlevé, on a référé à l'hôpital de base. Même dans moi, il y a un référé que Moussi. Bame uwa nouvelle betu mejoba bantu ke kuna ina kena kukulu butisaka betu mejoba kento inke butisa babakali inke soigner ba maladie bale bame joba nouvelle na bame kuma na kilengi tia betu me se sauver faut betu koina maintenant na l'hôpital parce que kuna baka betu ba soin na position normale betu ke vana dia vena ba difficulté ni ya una na faso betu ke salaba faso betu ke salaba mo sibaki tala na kilengi na ni na ba nyo sibaki kuizati ve vo même ko na l'hôpital ni ku fo ni ku vuka vo même ko fo na l'hôpital. Dans l'hôpital.
bayaka bape bakibeta oke bokila bete kwa likuma kuna vraiment bakaya pasi ya banyongi mingi kwa accouchement pas après ça ba 2 jours 3 jours na linda bete kwa sur place bete sale qui sale bete qui soit mamina bete sale mais vraiment ba parce que ça me va voir que tout tama. Les gens sont contents par d'abord la réception, la qualité des soins qu'il faut et ainsi de suite. En tant que directeur départemental, j'ai la mission de mettre en œuvre toute la politique sanitaire de notre gouvernement dans notre département du pôle. Et donc ma mission à moi, c'est veiller à ce que les districts sanitaires travaillent selon les normes. Nous devons veiller à ce que ces normes-là soient suivies. Je ne peux pas rester dans mon bureau et puis veiller à ce que cela soit. Je suis obligé de descendre pour superviser. Chaque fin de trimestre, ou alors quand on vient aussi appuyer les districts sanitaires à l'organisation de leur réunion de monitorage et d'analyse des données. Je pense que à cette occasion-là que nous faisons, alors si c'est des actions ponctuelles aussi, une situation à régler, et nous donnons. Nous sommes dans le centre de santé de Kindamba qui, depuis 2 ans, bénéficie de l'appui financier de l'OMS à travers la stratégie opérationnelle. Et de temps en temps, donc, le coordinateur départemental de l'OMS vient vérifier tout ce qu'on fait et ce que les choses se déroulent selon les normes. Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à avant? Je suis parti en visite de terrain dans le district qui a été ciblé dans le cadre de la stratégie opérationnelle de l'OMS au niveau du district sanitaire de Ngoyo, plus précisément dans le centre Jean-Denis Timbakala. La grande dame, ça va? Ça va, docteur? Toujours la même. Ah oui. Il s'agit de supervision que je dirais formative et aussi de motivation pour le personnel. Vous voyez là, il y a une dame qui est assise, elle attend son vaccin. Après avoir eu des entretiens au niveau du district sanitaire, je me suis fait accompagner des ressources du district sanitaire pour qu'on visite ce centre de santé que nous apprécions bien. Cet enfant-là, c'est quoi? Il a besoin de quoi, cet enfant? Cet enfant, je l'ai reçu ce matin, elle est venue se faire vacciner. Elle prend son vaccin de 4 mois. Nous avions échangé avec le personnel des stratégies de vaccination, des mots, des voies et mots d'administration de ces vaccins. Tu ne peux dépasser le contrôle ici, parce que c'est le bouchon, c'est ça? Et après la séance, tu fais comment avec? Je n'utilise pas. Tu l'utilises plus? Ok. Bon. Le CDO, en tant que superviseur et expert venu de l'OMS, s'enquiert de la tenue du registre des patients. Où est-ce que tu mets tes rendez-vous? Ce livre recueille continu et exhaustif des données nominatives sur lesquelles sont inscrits les faits, les actes, les décisions et observations dont on veut garder le souvenir est ici bien tenu. Est-ce qu'on peut voir vos fiches de stock? Bien sûr. S'il vous plaît. Et c'était pour quelle molécule? C'est l'amoxicilline 500 gélules. Ok. Et pour toutes les molécules, vous avez... Toutes les molécules, les fiches de stock sont à jour. Super, ok. Le centre de santé intégré Jean-Denis Timbakala est rationalisé et voit de plus en plus ses performances augmenter dans ses activités de diagnostic, ses activités curatives et dans la prévention. Chaque mois, Lydie, la chef de centre, présente devant le président du COSA et le médecin-chef de district et parfois d'autres membres de l'équipe de cogestion la tendance enregistrée des indicateurs de performance. En 2023, le BCG, nous sommes tellement faibles. Vu qu'il y a rupture des antigènes,
ça soit le BCG, ça soit le Penta. Au niveau des soins prénataux, les indicateurs pour 2020 ressortent 193 femmes suivies. Ce taux est allé en hausse avec la mise en œuvre des préceptes de la stratégie opérationnelle pour atteindre 272 femmes suivies. 2022 a connu 243 suivis prénataux, tandis que pour les 4 premiers mois de l'an 2023, déjà 119 femmes étaient suivies. Les accouchements dans ce centre affichent une amélioration. Les données ici renseignent aussi de l'usage du partogramme. Parti de 221 accouchements en 2020, parmi lesquels 215 ont été pratiqués avec partogramme, en 2022, ce sont 405 accouchements qui ont été réalisés avec 394 accouchements sous partogramme. On peut noter un gap de 6 à 10 femmes ayant accouché sans partogramme car celles-ci échappent et restent à la maison pour ne se présenter que lors de la délivrance. Avec le nouveau dynamisme du CSI Jean-Denis Tibakala et la cogestion qui y est pratiquée, Lydie, chef de centre, maîtrise bien mieux les recettes et l'épargne de la structure sanitaire. Depuis 2022, la courbe des recettes évolue positivement et offre en 2023 de nouvelles possibilités à l'équipe de gestion pour améliorer l'offre de soins aux populations autour du centre de santé intégré. Avant l'appui de la stratégie opérationnelle de l'OMS, en tout cas, je ne faisais pas l'épargne. Avec la formation que j'ai reçue de l'OMS, j'ai commencé avec mon épargne. J'ai commencé à faire les réfectionnements de mes bâtiments. Et je commence à faire aussi d'autres travaux avec toujours mon épargne. Et nous pouvons voir ici, en 2021, les recettes, nous sommes à 14 842 950 francs. Et mon épargne est de 278 275 francs. En 2022, la recette est de 12 152 550. L'épargne est à 320 000. Et en 2023, de janvier en juin, en 6 mois seulement, nous sommes à 10 799 925 et l'épargne est à 120 000. Avant la mise en place, par exemple, du comité de santé, on avait des indicateurs qui étaient vraiment à un bas niveau. Mais dès que le comité de santé a été mis en place et le comité de santé fonctionnel, nous avons vu beaucoup des indicateurs être relevés. Par exemple, vous regardez ce tableau de bord de l'aire de santé de Kimba, ce qui est impressionnant. Vous voyez, par exemple, si je prends l'indicateur de soins prénataux de premier contact, vous voyez par exemple, ces comités de santé ont été mis en place à partir du 2e trimestre de l'an 2022. Et cela a commencé à avoir l'impact quand vous regardez par exemple le 2e trimestre, vous voyez que les indicateurs ont commencé à prendre de l'ampleur. À T4, c'est la même chose et nous constatons également au niveau du 1er trimestre 2023, vraiment les indicateurs sont au plafond. 2021, c'était pas ça. On avait des naissances limitées. Plus précisément, on ne pouvait pas recevoir, par exemple, 2 accouchements ou 3 accouchements par mois. Par contre, en 2023, on reçoit 10 accouchements par mois. Vraiment, c'est satisfaisant. La supervision, nous le faisons au moins chaque trimestre, chaque fin de trimestre. S'il y a des recommandations que nous avons laissées, le suivi de ces recommandations nous demande que nous descendons de temps en temps. Nous, on a encore, je crois, quelques histoires. Et je crois au niveau des département, il y en a. On est tombé à pic sur la réunion de validation et d'analyse des données du district sanitaire de Kindamba. Et donc, nous avons apporté notre touche, surtout dans l'analyse des données. Nous sommes allés à Kinkakasa, nous avons rencontré la population. Moi, centre de santé à Kinkakasa, il y a Ntama, Kwenda Salaka, qui n'a pas moyen de bord, il faut que zone l'imputu, Kwenda débrouiller. Le centre de Kinkakasa ne peut gérer que 6 malades. Donc, ces filles Betnayaou, pour que au MES aussi, ça l'a dit beaucoup yandi, yavanda,
soulagement, ouf, de soulagement de béto. Il y a un bâtiment inachevé au sein de ce centre de santé. Nous étions surpris qu'ils nous disent que l'achèvement de ce bâtiment les tient à cœur. Et de ce fait, ils ont commencé même à collecter de l'argent, ce que nous appelons, nous, la contribution financière initiale. Et ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est quoi? C'est que la formation du personnel sanitaire qu'on nous a donné a permis à améliorer la qualité de la réception des malades au niveau du centre de santé. Chose qui ne se faisait pas avant. Avant, c'était un peu volage. Mais avec cette formation, nous avons vu que les centres de santé devenaient un peu plus intéressants. Pourquoi? Parce que c'était plus propre, on vous recevait mieux, on vous expliquait comment vous devez prendre vos médicaments. Monsieur Gilbert Mokoki a lui pensé à récompenser les districts sanitaires par rapport à leur performance sur les 18 indicateurs lors des revues semestrielles. L'objectif de l'initiative de primer les meilleurs districts sanitaires intègre l'émulation qui permet d'améliorer la performance. À Dolisie, nous avons primé 3 districts sanitaires. Et cela a créé un déclic sur les autres chefs de districts sanitaires. Et si bien qu'il y a eu donc un effet d'entraînement de boule de neige. Personne ne veut arriver à une revue et ne pas prendre un prix. Le plan de développement sanitaire avait fait de la revitalisation des districts sanitaires une de ses composantes essentielles. Malgré les défis auxquels les autorités politico-administratives faisaient face dans la mise en œuvre de leur plan national de développement sanitaire, le choix de la cohésion et du partenariat avec le Bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé avait été l'un des facteurs inducteurs et ouvert la porte pour la transformation dans la façon d'apporter les soins aux plus proches de la population qui en a besoin. Dans le contexte de la riposte et la préparation de la riposte contre la Covid, le partenariat a joué un rôle déterminant parce que ça a été l'occasion de riposter de façon efficace, de façon novatrice. Les bilatéraux, les multilatéraux, je vais parler des partenaires, y compris les partenaires nationaux, se sont mis ensemble pour appuyer le plan de riposte qui avait été élaboré par le gouvernement. Le partenariat dans le domaine de santé ici en République du Congo est un partenariat que je peux qualifier d'exemplaire parce que le gouvernement joue vraiment son rôle de leadership pour rassembler tous les partenaires autour des différents programmes et projets. Il y a toujours ce qu'on appelle comité de pilotage pour les grands projets et programmes dans le secteur santé ici. Il y a aussi le comité technique et tous les partenaires font partie de ces différents comités. On peut parler d'abord du niveau stratégique où l'OMS et l'UNICEF s'accordent régulièrement sur les priorités stratégiques pour accompagner les ministères de la Santé et de la Population dans l'orientation et l'adoption des politiques, mais également nous faisons ensemble des plaidoyers conjoints pour l'amélioration de la santé des populations dans plusieurs domaines, y compris la vaccination, la nutrition et la santé maternelle. Et nos deux agences sont très présentes au niveau du terrain, mais aussi dans les réflexions autour de la revitalisation des districts sanitaires. Ces réflexions et cette mise en œuvre s'est fait à travers des approches innovantes qui sont mises en œuvre d'une façon concertée et complémentaire entre l'OMS et l'UNICEF pour améliorer les systèmes de santé locaux et par là
pour améliorer la qualité des soins de santé primaires pour toute la population du Congo. Il y a de nombreux réfugiés au Congo qui sont arrivés par des vagues successives depuis une vingtaine d'années. L'appui du HR aux autorités congolaises est là pour que ces populations soient accueillies et soient protégées. Et donc la protection, c'est bien sûr la protection avec l'accès au statut de réfugié, aux documentations, mais aussi c'est l'accès aux services socio-économiques de base. Souvent, ces services socio-économiques et les centres de santé dans le pays ont des difficultés à absorber les populations supplémentaires qui arrivent, surtout quand elles arrivent de manière relativement massive en peu de temps. Le HR est là pour, dans un premier temps, aider avec des réponses humanitaires pour pouvoir suppléer aux besoins immédiats pour sauver des vies. Et par exemple, en 2018-2019, quand il y a eu un afflux de demandeurs d'asile de RDC dans les plateaux, l'OMS a participé à la réponse en donnant des médicaments pour le centre de santé de Bwemba, qui est près de Gamboma, dans les plateaux. Même si notre organisation est appelée Fonds des Nations Unies pour la population, je peux dire que plus de 75% de ce que nous faisons ici concerne la santé. Donc l'OMS est un partenaire clé pour l'UNFPA dans tout ce que nous faisons. Nous avons la possibilité vraiment de veiller à ce que notre contribution puisse apporter des résultats et éviter des duplications et veiller à ce qu'il y ait une complémentarité avec les autres partenaires. On est en train de travailler avec le gouvernement pour la gratuité de la césarienne pour les groupes vulnérables. Et c'est un partenariat qui va avoir un impact considérable sur la réduction de la mortalité maternelle dans le pays. Le partenariat avec l'OMS avait déjà pris un nouveau tournant. Nous avions toujours pensé que les partenaires techniques et financiers ne devraient pas venir en donneur de leçons, mais accompagner la volonté du gouvernement à mener des actions pour l'amélioration et dans le cas présent de son système de santé. J'ai eu la chance d'arriver dans un contexte plutôt favorable parce que il y avait déjà des indications que la politique nationale allait véritablement pousser vers la couverture sanitaire universelle. Le docteur Tedros, notre directeur général, est venu à Brazzaville en septembre 2019 pour participer au comité régional de l'OMS. Et je me suis retrouvé avec lui dans sa voiture et il m'a dit, monsieur le représentant, le bureau régional se situe à Brazzaville. Il est très important pour moi que toutes les stratégies que nous développons puissent être expérimentées au Congo et que le Congo devienne un terreau pour pouvoir conduire les interventions que nous proposons aux États membres, démontrer qu'elles sont efficaces et finalement les porter à d'autres pays. Et lorsque j'ai également discuté avec Dr Mouiti, notre directrice régionale, elle m'a dit « Nous pensons que nous devons faire plus pour ce pays que nous le faisons ailleurs, parce que le bureau régional se trouve ici. » Cette communauté de vues a fait que nous avons, avec le nouveau représentant, nous sommes descendus à tous les niveaux de notre système de santé et sur le terrain. Et la revitalisation des districts sanitaires a connu un nouveau dynamisme et cela a eu un changement et un impact important sur le personnel de l'OMS qui a été mis à disposition des districts sanitaires, donc qui est descendu au niveau opérationnel. La gratuité des soins pour le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et de la césarienne, ainsi que les initiatives pour le renforcement du personnel de santé dans les districts sanitaires et toutes les réformes allaient dans le sens de la promotion de la revitalisation des districts sanitaires. Réhabiliter les soins de santé intégrés qui existent. Réhabiliter, ça veut dire que les mettre en état de pouvoir gérer correctement la maladie des patients.
réhabilités en équipements, en infrastructures, en médicaments et en ressources humaines. Les paresseux, les figurants et mauvais gestionnaires de notre système de santé doivent être changés afin d'imprimer une dynamique de changement exigée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Les défis du moment ont besoin des femmes et des hommes engagés, disponibles, débarrassés des antivaleurs pour participer à l'action gouvernementale. La stratégie a permis de mettre des stocks de médicaments dans les structures de base et cela a motivé les populations qui avaient peur d'aller prendre les soins parce qu'ils avaient peur d'une ordonnance lourde. Or, la disponibilité de ces médicaments, particulièrement les produits génériques, à bas prix, a motivé les populations pour aller. En 2020, alors que se profile une nouvelle dynamique dans la vitalisation des districts sanitaires et que se cherchent les leviers pour la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle, la Covid-19 couvre tous les pays d'un lourd moment d'incertitude. Au bureau de la représentation de l'OMS, on cherche la meilleure approche pour dynamiser les actions sur le terrain en appui au ministère de la Santé afin de tenter de contrer la propagation d'un ennemi invisible qui peut semer la désolation dans une population peu aguerrie à riposter aux urgences et épidémies. Il nous faut des consultants. Et je m'aperçois que chaque fois que nous publions des posts dans la presse locale pour des postes de consultants, nous avons en réalité que des personnes, souvent expertes, de grands experts, mais qui sont malheureusement à la retraite. Au même moment, on m'informe que l'université Mariam Gouabi produit déjà depuis quelques années des masters en santé publique. Et là, l'idée nous arrive de penser que nous pouvions donner l'opportunité à ces jeunes qui sortaient de l'université d'avoir une première véritable expérience professionnelle, mais surtout aussi de compléter leur formation par une véritable pratique de la santé publique sur le terrain. Après notre recrutement, on avait été déployés dans tous les départements, dans les 12 départements du pays. Et donc, cette formation a été complétée par la guidance de l'OMS et nos superviseurs directs, en l'occurrence les CDO. Nous avons beaucoup appris auprès d'eux. Et donc, c'est sur la base de leur expérience à eux que nous avons appris énormément de choses. Les consultants juniors sont les vrais combattants de terrain qui travaillaient avec les médecins-chefs de district, mais également les directeurs départementaux. Avec les coordonnateurs de département de l'OMS, ils élaborent des plans de travail hebdomadaires. Les consultants juniors, c'est une véritable valeur ajoutée. Pour les sanitaires de Mabionka, une véritable valeur ajoutée. C'est une école. Ils ont appuyé beaucoup le district sanitaire de Mosaka-Lukolina. Aujourd'hui, je dirais même, ils connaissent mieux les difficultés de ce district sanitaire que les autres parfois qui ne sont jamais allés là-bas. Donc, ils ont travaillé ensemble avec ce district, ils ont formé le comité de santé, donc c'est un atout majeur pour nous. Voilà pourquoi tous ces consultants juniors, nous ne voulons même pas les laisser. Cette expérience a été juste magnifique. J'ai eu beaucoup de bonheur à travailler avec ces jeunes et qui sont aujourd'hui recrutés par le ministère de la Santé à tous les niveaux, déployés. Et c'est comme ça qu'en 2 ans, nous avons transformé les capacités de santé publique de ce pays. Habituellement, nous laissons le soin aux autres parties prenantes, aux ministères eux-mêmes, au gouvernement lui-même, aux agents, de déployer les interventions sur le terrain. Mais cette fois-ci, il s'agissait pour chaque membre de l'OMS, chaque expert de l'OMS, de mettre la main à la pâte sur le terrain, d'être déployé au plus près des communautés pour apporter ce renfort
S'impliquer dans l'organisation d'une meilleure offre de santé dans les aires qu'ils administrent devient aisé quand les autorités municipales et les différents chefs de quartier et leurs assistants comprennent les clés de leur rôle dans la cogestion des centres de santé et les bénéfices engendrés pour tous quand la communauté est en confiance avec le premier poste de la pyramide sanitaire. Nous avons imprimé un site de travail qui fasse qu'il y ait des contacts permanents avec toutes les structures. Donc de la même façon que j'entretiens des rapports étroits avec le COSA, avec les animateurs principaux de l'hôpital de base, avec les animateurs principaux de tous les CCI qu'il y a dans le district sanitaire, eh bien, nous sommes en collaboration de telle sorte que la moindre difficulté, ils viennent et nous ensemble, nous essayons de trouver les solutions. Si vacciner les enfants, c'est les aimer. On met les chefs de bloc, les chefs de zone et les secrétaires administratifs, n'est-ce pas, dans le travail. Nous faisons passer les communiqués, faisons passer les crieurs dans les quartiers, ils appellent la population, c'est à ce niveau-là qu'on intervient. Nous faisons des descentes de temps en temps, essayer un peu de convaincre la population, les ramener à la raison, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Le COSA est présent. Il est présent partout. Prennent part aux réunions, ils assimilent toutes les recommandations. Depuis 2016, la République du Congo s'est engagée dans la revitalisation des districts sanitaires pour les soins de santé primaires. Les résultats de la transformation sur les 12 premiers districts cibles de l'OMS cadrent avec la grandeur de l'ambition de celles et ceux qui y avaient cru. Les preuves ont été établies que l'on peut mieux soigner les gens avec une approche qui soit structurée, centrée sur cette fameuse triptyque où vous associez la communauté, le centre de santé intégré, avec une équipe cadre de district qui soit structurée, qui supervise les choses. J'ai eu l'honneur à 2 reprises de présider l'Assemblée régionale de santé, donc avec l'OMS, et d'avoir à chaque fois un dialogue franc à tous les niveaux. Parfois, il est nécessaire de dire les choses que votre interlocuteur ne veut pas entendre. Mais lorsqu'elles sont bien dites et lorsqu'elles sont bâties, lorsqu'elles sont basées, l'argumentaire est basé sur des évidences, vous finissez par convaincre et vous finissez par vous entendre pour ce qu'on appelle l'intérêt commun. Ça n'a pas toujours été facile, mais on avait un objectif commun et vous en voyez le résultat aujourd'hui. On doit travailler ensemble. Et je crois que le président aussi le répète très souvent, là où nous sommes, nous avons des tentacules partout. Le ministère de la Santé ne peut pas poursuivre son chemin seul s'il ne travaille pas avec le ministère de l'Enseignement, avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère du Développement local. J'avais laissé quelque chose en plan lorsque je partais, c'était sur l'assurance maladie. Il faut poursuivre cela. Chaque année, on nous promet, bon, ça va se faire, ça va se faire. L'assurance maladie, c'est là où on pourra apporter la santé à tout le monde. On a souvent des slogans, la santé pour tous. Eh bien, il faut que ça se réalise à travers cette assurance maladie où il y aura des conditions, bien sûr, mais tout le monde sera traité au même niveau. Lorsque nous comparons aujourd'hui un certain nombre d'indicateurs de santé liés à l'accès aux soins et services de santé dans les districts sanitaires sur lesquels nous avons travaillé, tous les indicateurs sont en train de montrer les améliorations, tous. Les femmes qui accouchent sur partogramme. Et donc, avec pour conséquence une réduction des risques de mortalité lors de l'accouchement, nous voyons les taux de vaccination augmenter. Nous voyons les pharmacies bien gérées, le nombre de pharmacies bien gérées dans les centres de santé augmenter. La disponibilité des médicaments. Nous sommes à une étape où nous avons marqué un effet, il faut maintenant le transformer. Il faut transformer l'essai et c'est l'avenir de la santé publique. Aujourd'hui,
nous avons le capital humain qui est en train de s'améliorer. Et par rapport à l'engagement des États au niveau d'Abuja, en ce qui concerne le budget, nous constatons qu'il y a un effort d'amélioration du budget de santé. Et quand on prend tous ces paramètres, ces facteurs, on peut dire que nous pouvons regarder l'avenir avec optimisme.